Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré à la justification au premier euro. Il est question ici de cet outil qui a été mis en place avec la loi organique du 1er août 2001, de manière à ce que lorsque le gouvernement sollicite le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour l'ouverture de crédit, le gouvernement soit amené à justifier dès le premier euro demandé de l'ouverture de ces crédits auprès des parlementaires. L'idée, c'est finalement de remettre en cause une pratique constatée avant la LOLF, et notamment dans le cadre de l'ordonnance de 1959, où finalement le gouvernement, lorsqu'il déposait le projet de loi de finances, n'avait aucune explication à fournir pour l'ouverture de ces crédits, ou en tout cas ne l'avait pas dès le premier euro demandé. Pour comprendre l'évolution et l'importance de ce dispositif, il faut mesurer la manière avec laquelle, il faut apprécier la manière avec laquelle le Parlement était amené, dans le cadre de l'ordonnance de 1959, à voter une loi de finances. On se souvient, en tout cas pour les premières règles techniques dont nous disposons déjà, du calendrier très court imposé au Parlement pour examiner ce texte. Il est de 70 jours. 70 jours qui courent à compter du premier mardi du mois d'octobre. Ce délai est suffisamment court pour que, dès l'ordonnance de 1959, on ait mis en place des outils permettant de rationaliser la procédure d'adoption du texte financier. Et dans le cadre de l'ordonnance de 1959, cette procédure est partie d'un constat, à savoir qu'il n'était pas forcément nécessaire d'exiger du Parlement qu'il se prononce de manière détaillée sur toutes les dépenses ouvertes dans le cadre de la loi de finances, dès lors que l'on partait du principe qu'un certain nombre de ces crédits devaient être considérés comme incompressibles, c'est-à-dire comme nécessaires au fonctionnement finalement courant de l'État, en tout cas nécessaires à l'accomplissement de ces missions de service public telles qu'elles avaient été envisagées durant les années précédentes. Pour distinguer finalement cette différence à opérer entre les crédits selon qu'ils devaient être justifiés ou pas, on empruntait au vocabulaire d'ailleurs prévu par l'article 47 de la Constitution en distinguant les notions de service voté et de mesures nouvelles. La notion de service voté répond à une définition bien précise, que l'on trouve d'ailleurs dans l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001. Cet article nous indique que les services votés se présentent comme le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Par opposition, la notion de mesures nouvelles se présente comme des dépenses nouvellement envisagées par la loi de finances concernée. Cette distinction, qui est toujours prévue par l'article 47 de la Constitution, que l'on retrouve dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001, n'est pas une distinction qui pose problème en soi. Elle a posé problème parce que, en fonction de la distinction de ces crédits, selon qu'ils relèvent des services votés ou des mesures nouvelles, on avait organisé les modalités techniques de vote de la loi de finances avec l'ordonnance du 2 janvier 1959. Très concrètement, à partir du moment où on considérait que les services votés étaient présentés comme des mesures incompressibles, récurrentes, sur lesquelles il n'était finalement pas possible de revenir, on en avait tiré la conclusion qu'il n'était pas forcément nécessaire d'y passer un temps de débat parlementaire. Et c'est ce qui explique que pour finalement faciliter, optimiser la procédure d'adoption des lois de finances, on a envisagé dans le cadre de l'ordonnance de 1959 de réduire le temps de débat consacré à ces services votés et finalement de demander au Parlement de s'exprimer par un vote sur la totalité des crédits consacrés à ces services votés. Et finalement, le Parlement ne retrouvant finalement un droit à discuter, un droit à amender et un réel droit de vote donc, que sur les mesures nouvelles. Alors, ce mécanisme mis en place pour rationaliser, pour optimiser la procédure, pouvait peut-être effectivement partir d'une bonne idée, mais confronté à la pratique, cette technique était redoutable, puisqu'en effet, il suffit de positionner en volume chiffré la part que représentent les services votés par rapport aux mesures nouvelles, et le constat était le suivant: parmi les dépenses de l'État, chaque année, de l'ordre de 90 à 95% de ces dépenses relevaient des services votés. Il faut donc comprendre
que le Parlement, dans le cadre de l'ordonnance de 1959, était amené à se prononcer par un vote sur 90 à 95% du budget de l'État et qu'il finalement ne pouvait exercer un réel pouvoir budgétaire, un réel pouvoir de discussion, d'examen, d'amendement que sur 5 à 10% du budget de l'État. On comprend la problématique que suscite cette règle technique d'adoption des lois de finances et on comprend pourquoi la LOLF a voulu revenir sur ce sujet. En ce sens, et pour y remédier, la LOLF a donc créé la notion de justification au premier euro, c'est-à-dire que désormais, le Parlement n'est plus tenu par cette répartition possible entre les services votés et les mesures nouvelles. La règle technique d'adoption des lois de finances a évolué, puisqu'en effet, les parlementaires vont être amenés à discuter de chaque dépense dès le premier euro demandé. Comparons un petit peu, il suffit de transposer cette logique à cette distinction selon que 90 à 95% des dépenses de l'État relevaient des dépenses de la notion de service voté, pour comprendre que dans le cadre de l'ordonnance de 1959, finalement, le gouvernement n'avait à se justifier de l'ouverture de ces crédits qu'à partir du 96e euro demandé. Ici, avec la nouvelle règle mise en place avec la LOLF, les parlementaires n'ont pas à attendre le 96e ou le 91e euro demandé. C'est dès le premier euro que le gouvernement va devoir s'expliquer sur le montant des crédits. Donc les notions de service voté et de mesures nouvelles, attention, existent toujours. Ce n'était pas un problème en soi que d'identifier des dépenses finalement récurrentes par rapport à d'autres. La problématique, c'était d'empêcher que, au travers de cette distinction, d'empêcher le Parlement de pouvoir s'exprimer sur la nécessité de la dépense de l'État et l'empêcher de pouvoir s'exprimer sur tous les crédits finalement demandés. Avec la justification au premier euro, comme la formulation l'indique, c'est dès le premier euro demandé que le gouvernement va devoir se justifier. Dès le premier euro demandé, avec un vocabulaire qu'on va également transposer, la budgétisation au premier euro, on parle exactement de la même chose. Si vous trouvez dans un ouvrage, dans un article, le vocabulaire de budgétisation au premier euro, cela signifie très clairement, en tout cas cela renvoie très clairement à la notion de justification au premier euro. Alors très concrètement, cette JPE, cette justification au premier euro, quelle forme prend-elle ? Eh bien, il suffit pour cela de se rapprocher des projets annuels de performance. Vous savez que les PAP, les projets annuels de performance, sont devenus des documents incontournables dans le cadre de la LOLF. La LOLF a créé ces PAP, un PAP par programme. Je vous renvoie ici à la structure budgétaire de la loi de finances et en tout cas du budget de l'État. Chaque programme va disposer d'un projet annuel de performance et au sein de ce projet annuel de performance, vous allez y découvrir des développements consacrés à cette justification au premier euro. Dans le cadre de ces développements, le gouvernement va finalement expliquer en quoi ces crédits lui sont nécessaires, en quoi ils vont lui être utiles, et ce, dès le premier euro demandé. Je vous invite bien évidemment, pour illustrer le propos, à vous rapprocher du site performancepublique.gouv.fr. À peu de choses près, tapez dans un moteur de recherche les termes de performance publique, c'est le premier lien qui va vous apparaître dans les résultats qui vous sont proposés. Ce site Performance Publique qui dépend de Bercy vous offre une présentation très claire des différents documents budgétaires associés aux différentes lois de finances. Il vous suffit de vous rapprocher de la dernière loi de finances ou en tout cas du dernier projet de loi de finances et vous allez pouvoir y trouver les documents annexés que sont notamment les projets annuels de performance. Il vous suffit d'en ouvrir un pour identifier à la fois les objectifs et les indicateurs. Ici, on se retrouve sur la logique de performance initiée par la LOLF qui oblige le gouvernement à raisonner en termes d'objectifs et de résultats dans l'emploi des fonds publics qui sont mis à sa disposition. Et on va y trouver à la suite des éléments permettant de justifier dès le premier euro finalement la nécessité d'offrir des crédits. Ainsi, dans le domaine de la sécurité et de l'éducation routière, le gouvernement justifie notamment les crédits dédiés à l'accidentologie, c'est-à-dire à l'étude des accidents pour finalement identifier les raisons et peut-être mettre en place en correspondance les mesures qui permettront de prévenir ce type d'accident. Donc voilà, des mesures très concrètes visés par ces projets annuels de performance, et j'ai presque envie de vous dire ici que c'est un propos qui dépasse le cadre strict d'un cours de finances publiques, d'un cours de droit public financier,
puisqu'ici, dès lors que vous vous intéressez un tant soit peu aux politiques publiques, à l'action publique, à l'action de l'administration et de l'État en l'occurrence, eh bien vous allez nécessairement avoir une politique qui va vous intéresser et nécessairement un projet annuel de performance qui va pouvoir vous éclairer sur l'emploi fait de ces fonds et en tout cas sur l'effectivité, la pertinence des politiques menées en particulier pour ce projet que vous avez entendu examiner. Je ne peux donc que vous inviter, en terminant cette vidéo, que vous inviter à aller consulter ce site et aller peut-être identifier les programmes les plus susceptibles de vous intéresser en fonction de votre parcours universitaire, de votre parcours professionnel futur.